Un immense lynx boréal émergea de la tourmente de neige, seul, boitant, sa fourrure agglomérée par le givre et le sang séché. Jamais il n'aurait dû chercher l'aide d'un homme. Mais au plus profond de la forêt des Vosges, dans le tronc creux d'un vieux pin, gisaient 4 minuscules louveteaux, abandonnés à une mort glaciale. Personne ne la vit arriver. Personne n'aurait pu croire qu'elle sauverait les enfants de son pire ennemi. Mais elle se souvenait de ce que signifiait être mère, et elle connaissait le prix de la vie. Ce qui se produisit cette nuit-là vous fera pleurer et croire en une seconde chance, même pour ceux qui semblaient condamnés. Le Jura retenait son souffle avant l'assaut. Le ciel au-dessus du lac de Vouglan, habituellement d'un gris de plomb à cette période de l'année, s'était chargé d'une noirceur sinistre, comme si quelqu'un avait renversé de l'encre sur une vieille toile. L'air était devenu dense, lourd, imprégné de l'odeur de la neige mouillée et d'un malheur imminent. Dans ce silence oppressant, seulement troublé par le grincement des vieux pins, se dressait la maison de campagne de Jean-Pierre. C'était une bâtisse robuste, construite pour durer des siècles, noircie par le temps et les vents, comme enracinée dans la terre rocailleuse, à l'image de son propriétaire. Jean-Pierre, un ermite de 62 ans, ancien garde-frontière et vétérinaire, était à l'unisson de sa demeure. Grand, mais légèrement voûté, comme s'il portait sur ses épaules le fardeau des années vécues, il possédait cette robustesse nerveuse propre aux gens qui ont passé leur vie à lutter contre une nature rigoureuse. Son visage, sillonné de rides profondes, rappelait une carte d'état-major qu'il avait autrefois dessinée pour le service, et sa barbe épaisse, où le gris se mêlait aux roux, lui donnait l'allure d'un vieil esprit de la forêt. Les yeux de Jean-Pierre, délavés jusqu'à prendre la couleur de la glace d'automne, observaient le monde avec le calme habituel et la tristesse latente d'un homme qui avait depuis longtemps cessé d'attendre des visiteurs. Son caractère était aussi piquant que le genévrier local. Il parlait peu, appréciait l'ordre et la discipline, vestige de son passé militaire, et ne supportait pas l'agitation. Depuis que, 10 ans plus tôt, la vie citadine avait perdu tout son sens après la mort tragique de son unique petite-fille, il avait trouvé refuge ici, au milieu des forêts silencieuses, où le chagrin semblait moins vif, se dissolvant dans le cycle éternel de la nature. Ce soir-là, Jean-Pierre se préparait à la tempête. Le baromètre accroché au mur, un vieil instrument dans un boîtier de cuivre, indiquait une chute de pression catastrophique. L'aiguille tremblait comme si elle était prise de fièvre. Jean-Pierre vérifiait méthodiquement les volets, poussait les verrous et empilait du bois près du grand poêle à bois. Chacun de ses gestes était précis, économe. Pas un mouvement superflu. Il savait que cette tourmente pouvait le couper du monde pendant une semaine, voire 2. Dans un coin, roulé en boule sur une couverture en peau de mouton, dormait le vieux chat Marin, la seule créature vivante qui partageait la solitude de Jean-Pierre. Marin était un chat de combat borgne, de race indéterminée, noir et blanc, avec une expression perpétuellement mécontente. Mais aujourd'hui, même lui ressentait l'anxiété, ouvrant de temps à autre son œil jaune et agitant sa queue. Le vent se mit à hurler dans la cheminée. D'abord doucement, comme un enfant qui pleure, puis de plus en plus fort, se transformant en un rugissement furieux. La neige tomba en un mur blanc, effaçant instantanément les contours de la forêt, transformant le monde en un chaos de blanc et de noir. Jean-Pierre se versa une tisane corsée d'une théière noircie, s'assit dans son fauteuil à bascule et prit un livre. Mais la lecture ne venait pas. Son ouïe entraîné, habitué à distinguer les moindres bruissements de la forêt, le craquement d'une branche sous le sabot d'un élan, le battement d'ailes d'une chouette, capta un son qui ne cadrait pas avec la symphonie de la tempête. Ce n'était pas le claquement d'un volet ni le grincement d'un arbre. C'était un grattement insistant, désespéré, de griffes sur la porte en chêne. Jean-Pierre se figea. Marin se réveilla instantanément, le poil hérissé, et se mit à siffler en fixant la porte, les pupilles dilatées par la terreur. Qui pouvait venir par un temps pareil? Un humain aurait frappé, crié, appelé à l'aide. L'ours affamé aurait foncé avec force, défonçant les planches. Mais ce son était différent, strident, exigeant, mais intelligent. Jean-Pierre posa lentement sa tasse. Sa main se dirigea par réflexe vers le mur où était suspendue sa vieille carabine. Mais, après une seconde de réflexion, il ne la prit pas, préférant une puissante lampe de poche et une fusée de détresse posée sur une étagère, pour toute éventualité. Il s'approcha de la porte, tendit l'oreille. De l'autre côté, on entendit une respiration lourde, rauque, et un son semblable à un grognement guttural mêlé à un gémissement. Jean-Pierre retira le lourd verrou et entr'ouvrit la porte, prêt à la refermer à tout moment. Le vent arracha le battant de ses mains,
lui projetant au visage une poignée de grésil glacial. Le faisceau de la lampe de poche déchira les ténèbres, et Jean-Pierre recula, n'en croyant pas ses yeux. Sur le porche, à seulement 1 mètre de lui, elle se tenait. Un lynx, immense, comme il n'en avait jamais vu, même dans ses meilleures années de chasse. Sa fourrure tachetée était saupoudrée de neige. Les plumets de ses oreilles tremblaient sous le vent, et ses puissantes pattes, capables de briser la croûte de neige, semblaient à peine soutenir son corps massif. C'était Garance. C'est ainsi que Jean-Pierre la baptisa mentalement à cet instant précis, frappé par sa beauté royale mais effrayante. Elle était la véritable maîtresse de ces forêts, un fantôme mystérieux qui évite habituellement l'homme à tout prix. Rencontrer un lynx d'aussi près était impossible. Cela contredisait toutes les lois de la nature, mais elle se tenait là, regardant l'homme droit dans les yeux avec ses prunelles d'ambre, incandescentes dans l'obscurité. Et dans ce regard, il n'y avait pas l'agressivité d'un prédateur prêt à bondir. Il y avait une supplique. Cette même supplique humaine et poignante que Jean-Pierre avait vue dans les yeux des mères dans les hôpitaux de campagne. Le lynx ouvrit la gueule et émit un son qui glaça le sang du vieux garde-frontière. Ce n'était pas un rugissement, mais un cri aigu, perçant, plein de douleur et de désespoir. Elle fit un pas en arrière. Dans l'obscurité déchaînée, elle jeta un regard à Jean-Pierre, le fixa de nouveau, et cria encore. Elle l'appelait. Elle l'appelait là où aucune créature censée ne s'aventurerait par une telle nuit, au cœur de la tempête. Jean-Pierre tenta de fermer la porte, se murmurant à lui-même, « Tu es devenu fou, mon vieux. C'est une bête. Une bête sauvage. Elle va t'attirer et te déchiqueter. » Mais le lynx ne partait pas. Elle s'approcha de nouveau, saisit avec ses dents le bord de son anorak matelassé, suspendu à un clou près de l'entrée, et tira. Elle tira avec une telle force qu'elle faillit tomber. À cet instant, quelque chose bascula dans l'âme de Jean-Pierre. Il se souvint de sa petite fille, se souvint de la façon dont elle l'avait regardé avant de partir pour toujours, avec cette même demande d'aide muette qu'il n'avait pas pu satisfaire. Il vit dans les yeux de la bête le même désespoir d'une créature qui avait surmonté la peur de la mort pour quelque chose de plus important que sa propre vie. La logique criait « Arrête !» Mais son cœur, qu'il croyait pétrifié, se mit soudain à battre lourdement et douloureusement. Au diable, souffla-t-il dans le vide, sentant l'adrénaline faire circuler le sang dans ses vieilles veines. Au diable, la rousse. Il ne pouvait pas laisser cet appel sans réponse. Si un esprit de la forêt sous l'apparence d'un félin venait à lui par une telle nuit, c'est que quelque chose de plus terrible que la mort elle-même s'était produit. Jean-Pierre agit rapidement, avec une précision militaire. Il enfila un pantalon chaud par-dessus son pantalon d'intérieur, revêtit une lourde tenue de camouflage d'hiver qui conservait la chaleur même à moins 30 degrés, enfonça sur sa tête un bonnet de trappeur et noua les lacets sous son menton. À ses pieds, des bottes fourrées robustes et éprouvées. Il savait que s'aventurer dans une telle tourmente sans assurance était un suicide. La visibilité était nulle. Le vent vous jetait à terre. Jean-Pierre sortit d'un coffre une bobine de corde d'alpinisme solide. Il en attacha solidement une extrémité au pilier massif du porche, et l'autre autour de sa taille, la fixant avec un mousqueton. Il avait 50 mètres de liberté, 50 mètres de vie. Il glissa la fusée de détresse dans sa poche, vérifia son couteau à sa ceinture, et mit des lunettes de ski de protection pour que la neige ne lui cingle pas les yeux. Garance, pendant tout ce temps, attendait. Elle ne fuyait pas, ne s'agitait pas. Elle était assise au bord du cercle de lumière, se transformant en une statue de neige, et seules ses oreilles pivotaient, captant chaque mouvement de l'homme à l'intérieur de la maison. Quand Jean-Pierre posa le pied sur le porche, fermant la porte derrière lui et laissant le chamarin abasourdi à l'intérieur, le lynx émit un grognement court et approbateur. Le vent frappa Jean-Pierre à la poitrine, comme pour le repousser, mais il se pencha en avant, s'arc-boutant sur les planches glissantes. « Guide-moi » cria-t-il à travers le hurlement de la tempête, bien qu'il sût qu'elle ne comprendrait pas les mots. Mais elle comprit l'intention. Garance se retourna et plongea dans la brume blanche. Ils marchèrent à travers l'enfer. La neige s'engouffrait dans le nez, la bouche, aveuglait même à travers les lunettes. Le faisceau de la lampe ne captait dans l'obscurité que le dos de la bête, qui se déplaçait avec une assurance surprenante, traçant un chemin là où un homme se serait perdu depuis longtemps. Jean-Pierre sentait la corde se tendre à sa ceinture. 10 mètres, 20, 30. La forêt autour gémissait et craquait. Les arbres se courbaient jusqu'au sol,
comme s'il s'inclinait devant la fureur des éléments. Jean-Pierre marchait, s'enfonçant dans les congères, et sa vieille jambe le faisait souffrir, lui rappelant une ancienne blessure. Mais il serrait les dents et avançait obstinément. Il voyait que le lynx aussi peinait. Elle boitait. Sur sa hanche droite, là où la fourrure était collée par des stalactites de glace, il remarqua une tache sombre, du sang. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle se retournait de temps en temps, vérifiant si cet étrange bipède la suivait. Le seul qui pouvait maintenant accomplir un miracle. La corde se tendit comme une corde de violon, 45 mètres. Jean-Pierre s'arrêta. Il ne pouvait pas aller plus loin. L'assurance se terminait. Il était à la limite de la sécurité, mais le lynx se tenait à seulement 5 pas devant lui, au bord d'un ravin, près d'un vieux chêne abattu. Elle se retourna et le regarda. À la lumière de la lampe, ses yeux brillaient comme deux phares d'espoir. Elle s'approcha du bord, se coucha sur le ventre et rampa sous les racines de l'arbre tombé, disparaissant dans la noirceur d'un terrier. Et de là, dessous la terre, s'éleva un son qui fit sursauter le cœur de Jean-Pierre. Ce n'était pas le rugissement d'une bête ni le bruit du vent. C'était un piaillement. Un piaillement plaintif, faible, que ne pouvait émettre qu'une créature très petite et totalement sans défense face à la mort glaciale. Jean-Pierre regarda la corde tendue, l'obscurité déchaînée autour de lui, puis la queue du lynx qui disparaissait. Il comprit qu'il était sur le point de commettre la plus grande folie de sa vie. De ses doigts engourdis par le froid, il détacha le mousqueton de sa ceinture. La corde tomba sur la neige, serpentant en arrière vers la maison. Plus rien ne le retenait. Seulement une parole d'honneur donnée silencieusement à une bête muette. Jean-Pierre fit un pas en avant, dans l'inconnu, suivant le dos tacheté au fond du ravin enneigé, où le destin lui avait préparé une rencontre qui changerait tout. Le pas dans l'abîme ne fut pas une chute, mais une immersion lourde et visqueuse dans le chaos. Dès que la corde de sécurité, tel un serpent glissant sur la neige, disparut dans les ténèbres, Jean-Pierre se sentit comme un astronaute dont le câble de liaison s'était rompu dans l'espace. Seulement, à la place du vide, la tourmente du Jura hurlait, et au lieu des étoiles, des aiguilles de glace qui pouvaient percer la peau jusqu'au sang lui fouettaient le visage. Le vent ici, au fond du ravin, tourbillonnait avec une force redoublée, créant des vortex de neige qui dansaient leur valse insensée, faisant perdre pied et repère. Jean-Pierre ajusta ses lunettes, couvertes de neige fondue, et éclaira devant lui avec sa lampe. Le faisceau ne saisit du tourbillon que le flanc tacheté du lynx, qui descendait déjà la pente abrupte, s'agrippant avec ses griffes aux racines glacées des arbres déracinés. Elle se déplaçait étrangement, non pas avec cette grâce de mercure liquide propre au félin, mais par à-coups, lourdement, comme si chaque mouvement lui causait une douleur atroce. Jean-Pierre, s'appuyant sur un bâton solide qu'il avait eu le temps de saisir près du porche, la suivit, priant tous les dieux de la forêt auxquels il ne croyait pas de ne pas se briser le cou dès le premier pas. La pente était traîtresse. Sous une couche de poudreuse fraîche se cachait une vieille neige dure comme de la pierre. Ses bottes fourrées robustes glissaient, et à plusieurs reprises, Jean-Pierre faillit dévaler la pente, ne se retenant que par miracle et par l'habitude de son corps à ce type de terrain. Garance, ce nom lui semblait désormais le seul juste pour la reine de la forêt, l'attendait en bas. Quand Jean-Pierre, haletant et crachant la neige, arriva enfin au fond du ravin, il put mieux la voir. La lampe révéla des détails que l'obscurité avait cachés. Le lynx se tenait là, la patte arrière droite levée, et tremblait de tout son corps, mais ce n'était pas le froid qui la secouait. Jean-Pierre, en tant que vétérinaire, identifia immédiatement les signes caractéristiques, les flancs creusés, le dos anormalement arqué, et surtout, les mamelles gonflées et rougies, visibles à travers la fourrure clairsemée de son ventre. C'était une mère allaitante, une mère qui avait du lait, mais pas d'enfant. Cette déduction transperça Jean-Pierre comme une aiguille de pitié. Dans la forêt, cela arrive. Les prédateurs tuent les petits des concurrents. Les maladies déciment les jeunes, ou un hiver de famine emporte les plus faibles. Ces chatons étaient morts récemment, peut-être il y a seulement quelques jours. La tempête hormonale qui faisait rage dans son sang s'était mêlée au chagrin de la perte, transformant une bête prudente en une créature folle, cherchant à qui donner son amour non dépensé et son lait qui la brûlait de l'intérieur. C'est donc pour ça que tu es là, murmura Jean-Pierre, et la vapeur s'échappa de sa bouche en un nuage blanc. Tu cherches un remplacement. Tu es devenue folle de chagrin, ma petite. Le lynx, comme si elle avait entendu ses pensées, tourna la tête et émit le même son étrange, mi-grognement, mi-plainte, l'incitant à continuer.
Ils avancèrent au fond du ravin. Le vent y était plus calme, mais la neige atteignait la taille. Jean-Pierre avançait, creusant une tranchée avec son corps, essayant de marcher dans les traces du lynx, bien que ses pattes, larges comme des raquettes, s'enfoncent beaucoup moins. Soudain, Garance s'arrêta et renifla la neige. Jean-Pierre s'approcha et dirigea le faisceau de sa lampe vers le sol. Sur la blancheur immaculée de la neige que la tempête n'avait pas encore recouverte, des gouttes vermeilles. Du sang. Du sang artériel, vif, épais, qui n'avait pas encore eu le temps de geler. Ce n'était pas le sang du lynx. Sa blessure à la hanche était ancienne et cicatrisée. C'était le sang de quelqu'un d'autre, de grand et de fort, qui était passé par là en traînant la mort derrière lui. La trace était large, un sillon creusé par un corps lourd, qui s'enfonçait dans le chablis. Jean-Pierre serra son bâton plus fermement, et de sa main libre, il tâta la poignée de la fusée de détresse dans sa poche. La forêt autour avait changé. Les vieux épicéas formaient ici un mur dense. Leurs branches, lourdes de neige, surplombaient le sentier comme les pattes de monstres mythiques. L'air ici ne sentait pas seulement le gel, mais aussi quelque chose de métallique, de doucereux, l'odeur du malheur. Après 100 mètres, ils arrivèrent à un endroit que les chasseurs locaux évitaient. C'était une clairière au centre de laquelle se dressait un chêne gigantesque, un colosse qui se souvenait probablement encore de l'époque de Louis XIV, mais il était maintenant mort. De nombreuses années auparavant, la foudre avait frappé sa cime, fendant le tronc en deux, et le feu avait consumé son cœur, laissant un trou noir et carbonisé, semblable à une gueule béante. Autour du chêne, la neige était piétinée, retournée, mélangée à de la boue et des aiguilles de pin, et partout, il y avait du sang. Garance courut vers la gueule noire du tronc et s'immobilisa, se retournant vers Jean-Pierre. Elle n'osait pas entrer, comme si elle respectait le repos de celui qui était à l'intérieur. Jean-Pierre s'approcha, sentant son cœur battre quelque part dans sa gorge. Il dirigea la lumière à l'intérieur de l'arbre. À l'intérieur, dans l'espace exigu, sentant le bois pourri et le sang frais, gisait la louve. C'était une bête d'une puissance et d'une beauté incroyables, même maintenant que la vie avait quitté son corps. Grise avec un reflet argenté sur le garrot. Elle était plus grande que les loups ordinaires. Une véritable matriarche de meute. Son museau, large et bombé, était figé dans un dernier rictus, non pas agressif, mais torturé. Les lèvres étaient retroussées, découvrant des crocs jaunes, usés par une longue vie de combat. Un œil était ouvert, et sa pupille vitreuse et trouble regardait vers l'éternité avec un reproche muet. Jean-Pierre vit immédiatement la cause de sa mort. Sur sa patte arrière, juste au-dessus du jarret, les mâchoires rouillées et crantées d'un piège de braconnier étaient refermées. Un dispositif barbare et terrible, interdit par la loi, mais toujours utilisé par des gens sans âme pour une peau. La louve y était tombée, à en juger par la traînée, quelque part loin d'ici. Avec une volonté surhumaine, elle avait arraché le piège avec sa chaîne, cloué à une bûche, et avait traîné ce fardeau mortel kilomètre après kilomètre, se vidant de son sang, perdant ses forces, juste pour arriver ici. Pourquoi? Pourquoi ne s'était-elle pas laissée mourir dans une congère, comme le font tous les animaux, pour mettre fin à ses souffrances? Pourquoi avait-elle rampé jusqu'à ce vieux chêne? La réponse se trouvait derrière son dos. La louve gisait dans une position anormale, enroulée en demi-cercle, son corps blessé servant de bouclier, protégeant le fond du creux. Jean-Pierre s'agenouilla directement dans la neige sanglante, ne sentant pas le froid, et tendit sa main gantée vers son flanc. Le corps était encore tiède, mais commençait déjà à se refroidir. La ville avait quitté, peut-être une demi-heure auparavant, juste au moment où Garance avait commencé à gratter la porte de sa maison. Garance. Jean-Pierre se retourna. Le lynx était assis à côté, regardant la louve morte avec une expression de profonde, presque humaine, tristesse. Elle gémit doucement et approcha son museau de l'oreille de la mère morte, lécha sa joue froide. C'était un adieu. L'adieu de deux ennemis éternels, unis par la tragédie commune de la maternité. Dans la nature, les lynx et les loups sont des rivaux irréconciliables. Les loups tuent les lynx étranglent les louveteaux. Mais ici, face à la mort, la loi de la forêt s'était effacée. Jean-Pierre, prudemment, en essayant de ne pas déranger la morte, écarta sa lourde patte raidie. Et alors il les vit. 4 petites boules grises, blotties les unes contre les autres dans le coin le plus sec du creux, sur une litière de mousse et de leur propre fourrure que leur mère avait arrachée de son ventre pour qu'ils aient plus de douceur.
Des louveteaux tout petits, âgés de 2 semaines, pas plus. Leurs yeux étaient encore fermement clos, leurs oreilles collées à leur tête ronde. Ils ressemblaient à des chiots de berger allemands. Seulement, leur fourrure était plus épaisse, plus rêche, et ils sentaient la bête sauvage, pas le lait chaud. Ils tremblaient d'un tremblement fin et incessant, qui faisait même vibrer la mousse sous eux. Le froid les avait déjà atteints, s'infiltrant sous leur fine peau. Ils piaillaient, ce même son que Jean-Pierre avait entendu près du terrier. Le piaillement était faible, à peine audible, le son d'une vie qui s'éteint. Ils avaient faim, terriblement faim, et froid. Leur mère était morte, et son corps ne les réchauffait plus. Jean-Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait vu de nombreuses morts à la guerre, vu la souffrance des animaux. Mais cette scène de sacrifice maternel, d'une mère qui, mourant dans des souffrances atroces, s'était traînée jusqu'à un abri et avait protégé ses enfants de son corps, le bouleversa jusqu'au plus profond de son âme. Il regarda Garance. Maintenant, tout prenait son sens. Le lynx les avait trouvés avant. Elle avait vu la louve mourir. Son propre instinct maternel, enflammé par la perte de ses propres enfants, l'avait poussée à essayer d'aider. Elle avait dû tenter de les réchauffer, se couchant à côté d'eux, mais elle avait compris que sa chaleur ne suffisait pas, qu'elle ne pouvait pas les nourrir ici, dans le froid, qu'ils mourraient avant le matin. Et alors elle était allée vers la seule créature qui pouvait changer le cours des choses, l'homme. Elle avait surmonté la peur, la haine des bipèdes qui posent des pièges, pour sauver les enfants d'une autre. Alors, les petits gars ? Dit Jean-Pierre d'une voix rauque, enlevant sa grosse moufle et touchant d'un doigt chaud le nez humide de l'un des louveteaux. Le chiot se mit immédiatement à téter son doigt, cherchant du lait, et ce geste confiant serra le cœur de Jean-Pierre. Vous êtes orphelin, maintenant. Complètement orphelin. Les louveteaux s'agitèrent, sentant la chaleur d'un être vivant. L'un d'eux, le plus grand, avec une bande sombre sur le dos, tenta de lever la tête et jappa silencieusement, ouvrant une gueule rose. Jean-Pierre comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque minute dans le froid diminuait leurs chances de survie. Il fallait les emmener, mais comment ? Porteur les 4 dans ses bras était impossible. Les laisser, impensable. Il commença à déboutonner sa veste, puis son épée pull en grosse maille, pour atteindre sa chemise de flanelle. Le vent glacial lécha aussitôt son corps en sueur, mais Jean-Pierre n'y prêta pas attention. Il devait créer un incubateur. Un incubateur vivant, avec son propre corps. Il prit délicatement les louveteaux un par un. Ils étaient étonnamment légers, presque impondérables. Il les glissa contre sa poitrine, directement sur son maillot de corps, au plus près de sa peau. Les griffes des petits prédateurs lui égratignaient la poitrine, leur nez froid lui gelait la peau, mais Jean-Pierre ne fit que grimacer. 1, 2, 3. Le 4e était le plus petit, le plus faible. Il ne piaillait même pas, remuait juste mollement ses pattes. Jean-Pierre le plaça plus près de son cœur, espérant que son rythme ferait battre plus régulièrement le petit cœur. Ayant refermé toutes les couches de vêtements, il sentit immédiatement son corps se transformer en un grand cocon de chaleur, à l'intérieur duquel une nouvelle vie s'agitait. Il ressemblait maintenant à un géant enceint, mais il se fichait de son apparence. Garance suivait attentivement chacun de ses mouvements. Quand le dernier louveteau disparut sous la veste de Jean-Pierre, elle s'approcha tout contre lui et se frotta la tête contre sa jambe. C'était un geste de la plus haute confiance, la reconnaissance de lui comme un des siens, un membre de la meute. Puis elle s'approcha de nouveau de la louve morte, resta un instant immobile, et se mit à recouvrir l'entrée du creux de neige, en travaillant avec ses pattes arrière. Elle cachait le corps, le cachait des charognards, des autres regards. C'étaient des funérailles, simples et rudes, comme seules sont possibles dans la forêt. Jean-Pierre ne la dérangea pas. Il ajusta son bonnet, vérifia que ses passagers étaient bien installés, et regarda le ciel. La tempête ne faiblissait pas, mais maintenant il avait un but. Il devait ramener cette précieuse cargaison à la maison. Mais la forêt n'allait pas les laisser partir si facilement. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'abri du vieux chêne, le vent apporta une nouvelle odeur. Jean-Pierre se figea, dilatant ses narines. À travers la fraîcheur de la neige et l'odeur métallique du sang, perçait une puanteur lourde et musquée de fourrure sale et de pourriture. Marin à la maison ne s'était pas inquiété pour rien. L'ours affamé, une bête que la faim avait tirée de sa tanière avant l'heure. La créature la plus dangereuse de la forêt en hiver. L'odeur du sang de la louve n'avait pas attiré que des sauveurs,
mais aussi un bourreau. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, derrière le rideau de neige, le mâle s'était réveillé, et il avait faim. Garance siffla, sa fourrure se hérissa, la transformant en une boule de fureur. Elle regardait dans l'obscurité de la forêt, d'où ils étaient venus. Le chemin du retour était coupé. La forêt, qui une minute plus tôt était simplement froide et hostile, s'était maintenant transformée en un piège. L'odeur qui frappa les narines de Jean-Pierre était si dense et palpable qu'on aurait cru pouvoir la couper au couteau. Ce n'était pas simplement l'odeur d'une bête, c'était l'odeur de la mort elle-même, un relent lourd de putréfaction, de sang ancien et de fourrure mouillée et emmêlée. Dans la hiérarchie de la forêt, cette odeur ne signifiait qu'une chose, le maître s'était réveillé. Et il ne s'était pas réveillé de bonne humeur. L'ours affamé ou les deux mots les plus redoutés pour quiconque vit dans la forêt. Une bête que la faim ou la maladie a chassée de sa tanière au milieu de l'hiver, la transformant en une machine à tuer, dépourvue de peur et de pitié. Le vent, qui hurlait à la cime des pins, se tut un instant, comme si la nature elle-même retenait son souffle en attendant l'inévitable. Et dans ce silence, on entendit le craquement de branches brisées, un bruit lourd et humide qui glaçait le sang plus vite que le gel. Jean-Pierre, lentement, en essayant de ne pas faire de mouvement brusque, recula vers le tronc du chêne mort, sentant sous sa veste, tout près de son cœur, les louveteaux s'agiter et piailler, troublés par sa peur. L'adrénaline lui monta à la tête, aiguisant ses sens à l'extrême. Il entendait chaque battement de son propre cœur, sentait chaque flocon de neige tomber sur son visage. De l'obscurité, écartant les buissons de noisetiers comme s'ils étaient des jouets, sortit une montagne de muscles et de fureur. L'ours était énorme, même pour la région. À la lumière de la lampe de poche, qui tremblait dans la main de Jean-Pierre, il semblait sorti d'un cauchemar primitif. Sa fourrure, usée par endroits jusqu'à la peau, pendait en mèches sales. Sur son flanc, une vieille cicatrice mal guérie, la trace d'une rencontre avec un sanglier ou la balle d'un chasseur malchanceux. Mais le plus effrayant, c'étaient ses yeux, petits, profondément enfoncés. Ils brûlaient d'un feu rouge de folie et de faim. La bête renifla l'air, aspirant bruyamment l'odeur de sang frais, de la louve morte et de l'homme chaud et vivant. Il émit un grognement bas et vibrant, qui semblait faire trembler la terre sous ses pieds. C'était lui. C'est ainsi que les chasseurs locaux appelaient le vieil ours cannibale, dont les légendes couraient mais que personne n'avait vu depuis 5 ans. Tout le monde le croyait mort. Mais il était là, vivant, affamé et en colère contre le monde entier. Jean-Pierre comprit que ses chances de survie tendaient vers zéro. Il n'avait pas de carabine, seulement une fusée de détresse avec une seule cartouche et un couteau, qui contre cette masse était aussi utile qu'un cure-dent. Fuir était impossible. La neige profonde, la charge contre sa poitrine, son âge. L'ours le rattraperait en 3 bonds. Il ne restait qu'une chose à faire, accepter le combat et vendre sa vie chèrement, en espérant que la bête se contenterait de lui et ne toucherait pas au louveteau. Mais il n'était pas seul. Garance, qui jusqu'à présent semblait n'être qu'une ombre, se glissa en avant. Elle ne gronda pas, ne siffla pas. Elle se plaça entre Jean-Pierre et l'ours, les pattes écartées, et toute sa silhouette se transforma. Sa fourrure se hérissa, la faisant paraître 2 fois plus grande. Sa queue courte se contractait nerveusement, et ses oreilles étaient fermement plaquées contre son crâne. C'était la posture d'une détermination absolue et suicidaire. David contre Goliath. Le lynx pesait tout au plus 25 kilos, l'ours près de 300. Un seul coup de sa patte lui briserait la colonne vertébrale. Mais Garance ne reculait pas. Dans ses yeux d'ambre, il n'y avait pas de peur, seulement la fureur froide et calculatrice d'une mère protégeant sa progéniture, même si elle était étrangère et adoptive. Elle émit un son semblable au crissement du métal sur du verre. Le cri de guerre du lynx, avertissant qu'elle se battrait jusqu'au bout. L'ours s'arrêta, surpris par une telle audace. Il était habitué à ce que tout ce qui vit s'enfuit à son approche. Ce petit félin tacheté n'était pas pour lui un adversaire, mais plutôt un obstacle ennuyeux avant le plat principal. Il secoua la tête et fit une feinte, espérant simplement écarter l'insolente de son chemin. « Arrière, idiote !»« Va-t'en !» hurla Jean-Pierre, s'éraillant la voix. Il ne pouvait pas la laisser mourir. Il sortit la fusée de détresse, la pointa non pas sur l'ours, la fusée ne percerait pas sa peau épaisse et sa graisse, elle ne ferait que l'enrager sur le tronc d'un arbre, juste au-dessus de la tête de la bête. Son doigt appuya sur la gâchette. La détonation du tir résonna comme un coup de fouet.
Une étoile rouge éblouissante jaillit du canon, s'écrasa en sifflant contre l'écorce du pin et se dispersa en une cascade d'étincelles, illuminant la clairière d'une lumière pourpre infernale. L'ours, aveuglé par le flash et assourdi par le son, rugit et se dressa sur ses pattes arrière, se couvrant le museau de ses pattes avant. C'était une chance. La seule chance. « Cours, Jean-Pierre, cours !» lui criait son instinct de survie. Mais ses jambes semblaient clouées au sol. Il voyait l'ours, remis du premier choc, se remettre à quatre pattes, et sa fureur était maintenant dirigée vers la source de la douleur, vers l'homme. Et c'est alors que Garance attaqua. Elle ne chargea pas de front. Utilisant son incroyable agilité, elle bondit dans les airs comme un ressort et atterrit directement sur la nuque du géant. Ses griffes, acérées comme des rasoirs, s'enfoncèrent dans les parties les plus sensibles, le museau et les oreilles de l'ours. Le monstre rugit, secouant la tête, essayant de se débarrasser de cet enchevêtrement de griffes et de dents. Le sang gicla sur la neige blanche. Garance mordait, griffait, déchirait, se transformant en un tourbillon de fureur. Elle savait qu'elle ne le tuerait pas. Son but était autre, donner du temps à l'homme. « Va-t'en » lisait-on dans son cri désespéré. L'ours tournait sur lui-même comme une toupie, rugissant de douleur et de rage. Il essayait d'atteindre le félin agile avec ses pattes, mais elle était plus rapide. Pendant une seconde, juste une seconde. La lourde patte de l'ours la toucha tout de même d'un coup de balai, et Garance fut projetée dans une congère comme une poupée de chiffon. Jean-Pierre poussa un cri, mais vit aussitôt le lynx se relever, boitant encore plus fort, et se jeter de nouveau à l'attaque, détournant l'attention de la bête, l'entraînant loin du sentier menant à la maison. Jean-Pierre comprit sa manœuvre. Elle se sacrifiait, détournant la poursuite. S'il restait maintenant, son sacrifice serait vain. Avalant une boule amère de larmes et de haine envers sa propre impuissance, il se retourna et se mit à courir. Il courut comme il ne l'avait pas fait depuis 40 ans. La neige lui agrippait les jambes, les branches lui fouettaient le visage, ses poumons brûlaient, mais il ne s'arrêtait pas. Il sentait les louveteaux sous sa veste se calmer, se blottissant contre lui, comme s'il comprenait que leur destin se jouait maintenant. Derrière lui, on entendait le rugissement de l'ours et les cris stridents du lynx. Les bruits du combat s'éloignaient, s'enfonçant dans les profondeurs de la forêt. Garance entraînait la mort avec elle. Jean-Pierre courait, murmurant des jurons et des prières à la fois. Il devait les ramener, il devait les sauver, sinon tout serait vain. Sinon, la mort de cette louve dans le creux et l'exploit de ce félin roux n'auraient aucun sens. Le chemin du retour semblait infini. Les traces qu'ils avaient laissées étaient déjà effacées par la tempête. Jean-Pierre ne s'orientait qu'à l'intuition et aux entailles à peine visibles sur les arbres, qu'il connaissait par cœur. Il déboucha à la lisière de la forêt alors que ses forces l'abandonnaient. Devant lui, à travers le voile de neige, clignota une faible lueur. C'était la lumière de la lampe à pétrole à la fenêtre de sa maison, qu'il avait oublié d'éteindre. Cette petite lueur lui parut être un phare dans l'univers. Ses jambes flageolaient, son cœur battait quelque part dans sa gorge, menaçant d'exploser. Il monta sur le porche en courant, tira la porte de ses mains tremblantes, s'effondra dans la chaleur et glissa le long du mur jusqu'au sol, haletant. Marin, assis sur un banc, sauta et s'approcha de lui en miaulant d'un air interrogateur. Jean-Pierre ne pouvait pas parler. Il se contenta de déboutonner sa veste, laissant s'échapper une vapeur et une odeur de sueur. 4 petites boules grises s'agitèrent, sentant la chaleur de la maison. Vivants. Ils étaient vivants. Jean-Pierre les sortit délicatement, un par un, et les posa sur la couverture en peau de mouton qu'il venait de retirer. Ils se blottirent immédiatement les uns contre les autres. Jean-Pierre était assis par terre, les regardant, et écoutait la tempête au dehors. Là-bas, dans l'obscurité, un combat se déroulait. Il se sentait comme un traître, ayant abandonné un camarade, mais la raison lui disait, tu ne pouvais pas aider. Tu n'aurais été qu'un poids. Tu as sauvé les enfants. Il se leva, chancelant, s'approcha de la fenêtre et appuya son front contre la vitre glacée. « Vis, Garance, murmura-t-il dans la nuit. S'il te plaît, vis, ma rousse diablesse, reviens. » Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. 1 heure, 2. La tempête commençait à se calmer. Le vent ne hurlait plus, il se contentait de gémir plaintivement dans la cheminée. Jean-Pierre chauffa de l'eau, trouva un vieux gant en caoutchouc, perça un doigt avec une aiguille.
Il fallait essayer de nourrir les chiots avant qu'ils ne s'affaiblissent complètement. Mais tout lui tombait des mains. Il s'approchait sans cesse de la porte, tendant l'oreille. Le silence. Le silence terrifiant et mortel de la forêt. Et puis, alors que les aiguilles de la vieille horloge passaient 3 heures du matin, il l'entendit. Pas un grattement, pas un coup, mais un choc sourd et lourd d'un corps mou contre le bois du porche. Puis le silence, et de nouveau un faible bruissement, comme si quelqu'un rampait. Jean-Pierre ouvrit la porte en grand, sans penser à une arme. Sur la marche inférieure du porche, laissant derrière elle une traînée sanglante, gisait Garance. Elle était dans un état effroyable. Sa fourrure pendait en lambeaux sur son flanc. Une oreille était déchirée en deux. Sa patte avant gauche était tordue de manière anormale, mais elle était vivante. Elle leva la tête, regarda Jean-Pierre d'un regard troublé et miaula doucement, à peine audible, ce n'était pas un appel à l'aide, c'était un « je suis revenu ». Jean-Pierre tomba à genoux devant elle, directement dans la neige, la prit dans ses bras où elle était légère, effroyablement légère et la porta à l'intérieur. Pour la première fois de sa vie, le vieux soldat pleurait, sans honte de ses larmes qui tombaient sur le museau ensanglanté de la bête sauvage qui lui était devenue plus proche que n'importe quel être humain. Il la porta dans la chaleur, la déposa près du poêle, mais pas trop près pour éviter un choc thermique. Le chat marin, qui d'habitude ne tolérait aucun étranger, s'approcha, renifla le lynx blessé et, à la surprise de Jean-Pierre, se mit à lécher le sang sur son museau. Et dans un coin, sur la peau de mouton, dormaient 4 louveteaux, pour qui aujourd'hui toutes les lois de la nature avaient été enfreintes et le sang de 2 mères, une de naissance et une adoptive, avait été versé. La tempête au dehors s'était enfin calmée, laissant derrière elle un silence cristallin et vibrant, comme il n'en existe que dans la forêt après une grande colère des cieux. Dans la maison de Jean-Pierre, il faisait une chaleur étouffante, ça sentait les balais de bouleau étuvés, les herbes séchées, et maintenant l'odeur acre et métallique du sang et de l'iode. Le vieux garde-frontière venait de finir de soigner les blessures de Garance. Le lynx était couché sur le flanc, près du poêle, sur une litière faite d'une vieille couverture militaire, et endurait. Elle n'avait pas grogné une seule fois pendant que Jean-Pierre nettoyait les profondes entailles sur sa hanche et recousait son oreille déchirée avec du fil grossier imbibé d'alcool. Seul un fin tremblement qui parcourait son corps tacheté trahissait la douleur infernale que ressentait l'animal. Jean-Pierre travaillait en silence. Ses mains, habituellement rudes et habituées à la hache, se déplaçaient maintenant avec la délicatesse d'un chirurgien expérimenté. Marin, le vieux chaborgne, était assis à côté, ne quittant pas de son œil jaune l'invité de la forêt. Lui, d'habitude si jaloux de son territoire, avait reconnu dans ce félin blessé une sœur aînée de sang et de malheur, et il veillait maintenant sur son repos, touchant de temps en temps de sa patte son flanc qui se soulevait, comme pour vérifier si elle était vivante. Quand le dernier bandage fut posé, dans le coin, sur la couverture en peau de mouton, un mouvement se fit. Les 4 petites boules grises, réchauffées et se sentant en sécurité, se réveillèrent, et avec le réveil vint la faim. Ce fut d'abord un léger piaillement, semblable au grincement d'une charnière mal huilée, mais en une minute, il se transforma en un cœur exigeant à plusieurs voix. Les louveteaux réclamaient à manger. Ils étaient aveugles, impuissants, mais leur instinct de vie était fort et implacable. Ils enfouissaient leur museau dans la laine de la couverture, suçaient les poêlés, ne trouvant pas de lait, se mettaient à pleurer plus fort, s'étouffant de déception et de peur. Jean-Pierre s'essuya la sueur du front et soupira lourdement. C'était le moment de vérité. Les avoir sauvés du froid et de l'ours n'était que la moitié du travail. Le plus difficile restait à faire, les empêcher de mourir de faim. Il s'approcha du nid, regarda le tas qui s'agitait. Le plus grand des louveteaux, celui avec la bande sombre, que Jean-Pierre avait mentalement appelé ciel pour sa persévérance, essayait déjà de ramper, brassant l'air avec ses pattes et criant plus fort que tous les autres, réclamant son droit à la vie. Le plus petit, que Jean-Pierre avait baptisé calme, gisait sur le côté, piaillant faiblement. Ses forces suffisaient à peine pour respirer. Jean-Pierre se dirigea vers la table de la cuisine, où une gamelle était déjà préparée. Il savait que le lait de vache ordinaire était une mort lente pour les prédateurs sauvages. Il est trop gras et ne contient pas les anticorps nécessaires. Mais il n'avait pas le choix. Il sortit de l'armoire la précieuse boîte de lait concentré sucré, une réserve stratégique, la dilua avec de l'eau tiède bouillie, ajouta un jaune d'œuf frais qu'il gardait pour lui, et versa quelques gouttes d'huile de foie de morue. Le résultat fut un mélange épais et jaunâtre. Maintenant, comment les nourrir? Il n'avait pas de tétine.
Jean-Pierre déchira un morceau de tissu de lin propre, le roula en une mèche serrée, le trempa dans le mélange et s'approcha des louveteaux. Il prit Ciel, qui se tortillait comme une anguille, et tenta de lui mettre dans la gueule cette tétine improvisée. Le louveteau, sentant le goût, se mit à téter avidement, prit quelques gorgées, mais recracha aussitôt le chiffon et se mit à piailler en éternuant. Le tissu était trop rêche. Il n'offrait pas le débit nécessaire, le mélange s'écoulait mal, ou au contraire trop vite, faisant s'étouffer le petit. Jean-Pierre essaya de nouveau, et de nouveau, ce fut un échec. Les louveteaux ne comprenaient pas la supercherie. Ils avaient besoin de la chaleur vivante, du battement d'un cœur, de la souplesse de la chair maternelle, et non d'un chiffon mouillé dans les mains rudes d'un homme. Ils se mirent à crier encore plus désespérément. Leur petit corps était secoué de sanglots. Jean-Pierre sentit la panique monter en lui comme une vague froide. S'il ne mangeait pas maintenant, Cal ne survivrait pas jusqu'au matin. Et c'est alors que se produisit ce que Jean-Pierre n'attendait pas, mais qu'il espérait secrètement. Garance, qui gisait dans un état de semi-conscience à cause de la douleur et de la fatigue, releva la tête. En entendant les pleurs des petits, elle tressaillit. Ses oreilles se tournèrent vers le coin. L'instinct maternel, cet appel ancestral plus fort que la douleur et la mort, perça le brouillard des médicaments et du choc. Elle tenta de se lever. Jean-Pierre se précipita vers elle. « Reste couchée, folle, tes points de suture vont lâcher. » Mais le lynx ne l'écoutait pas. Elle grogna contre lui, doucement mais fermement, repoussant sa main avec sa tête, chancelante. Traînant sa patte bandée, laissant des gouttes de sérosité sur le sol propre, elle rampa vers les louveteaux. C'était un trajet de seulement 3 mètres, mais pour elle, il équivalait à un marathon. Arrivée à la couverture, elle s'affaissa lourdement sur le côté, étirant son corps de manière à exposer son ventre. Ses mamelles, gonflées du lait destiné à ses enfants morts, étaient chaudes et pleines. Garance émit un doux ronronnement d'appel. Un son que Jean-Pierre n'avait jamais entendu de la part d'un félin sauvage. C'était une berceuse. Les louveteaux se turent instantanément. L'odeur. Ils sentirent l'odeur de la mer. Pas celle qui les avait mis au monde, mais celle qui était venue les sauver. Leurs nez aveugles se tournèrent vers le lynx. Ciel fut le premier à atteindre son but. Il se blottit contre le ventre chaud et duveteux de Garance, trouva une mamelle et se mit à téter avec un bruit de succion sonore. Les autres suivirent. Calme, qui était le plus éloigné, n'arrivait pas à ramper jusqu'à elle. Alors Garance fit quelque chose d'incroyable. Surmontant la douleur de son flanc déchiré, elle se contorsionna et, avec son museau, poussa le plus faible vers la mamelle la plus pleine, plus près de son cœur. 4 petits prédateurs, les enfants de l'ennemi juré des lynx, buvaient maintenant la vie de son corps, massant son ventre de leurs pattes, sortant leurs minuscules griffes. Garance ferma les yeux et renversa la tête. Sur son museau se figea une expression de béatitude et de supplice à la fois. Le lait s'écoulait, emportant avec lui la douleur de la perte, comblant le vide intérieur. Jean-Pierre se tenait au-dessus d'eux, osant à peine respirer. La scène était biblique. Le lion et l'agneau, non, le lynx et les loups. Mais son esprit professionnel de vétérinaire refroidit rapidement ses émotions. Il connaissait la biologie. Le lynx est un animal solitaire. Il a moins de lait qu'une louve. Et sa composition est différente. Pour 4 bêtes en pleine croissance, cela ne suffirait même pas pour 1 heure. Il la viderait, affaiblirait l'animal blessé et resterait quand même affamé. Garance était leur réconfort, leur bouillotte, leur maman, mais elle ne pouvait pas être leur unique source de nourriture. Il fallait de l'aide. Jean-Pierre se précipita vers sa mallette médicale. Il sortit la plus petite seringue, retira l'aiguille, la remplit du mélange nutritif préparé. Maintenant, un travail d'orfèvre l'attendait. Il s'agenouilla à côté de la famille en train de se nourrir. Garance entr'ouvrit un œil, qui brilla comme de l'ambre, mais ne grogna pas. Elle avait compris. Elle se décala, lui laissant de la place. Jean-Pierre prit délicatement Ciel, qui tétait le lynx avec abnégation. Sans le détacher de la mamelle, Jean-Pierre introduisit doucement le bout de la seringue au coin de sa bouche. Dès que le louveteau fit un mouvement de déglutition, Jean-Pierre appuya sur le piston, libérant une goutte du mélange. Le louveteau avala. Le lait du lynx et le mélange de Jean-Pierre se mêlèrent. Le petit ne remarqua pas la supercherie. Il sentait la chaleur de sa mère, son odeur,
la mamelle dans sa bouche, et la nourriture arrivait. Ça marchait. Jean-Pierre expira et sourit. Ainsi commença ce repas étrange et surréaliste. Jean-Pierre passait d'un louveteau à l'autre, travaillant comme un ravitailleur sur une course automobile, ajoutant des calories là où la nature faisait défaut. Garance était à la fois la cantine et la psychologue, donnant aux enfants un sentiment de sécurité. Et Jean-Pierre était le cuisinier invisible, assurant leur survie. L'heure passa dans un silence complet, seulement troublé par les bruits de succion et les reniflements. Quand les louveteaux se détachèrent enfin des mamelles, rassasiés et ivres de chaleur, leurs ventres étaient ronds comme des tambours. Ils s'endormirent aussitôt, blottis les uns contre les autres, sous le flanc du lynx. Garance était aussi fatiguée. Elle lécha le museau de chacun, nettoyant les gouttes de mélange que Jean-Pierre avait renversées, un autre geste d'acceptation, et posa sa tête sur ses pattes. Sa respiration se régularisa. La crise était passée. Jean-Pierre était assis par terre, le dos appuyé contre le poêle chaud, et les regardait. Ses mains tremblaient de tension. Il se sentait complètement épuisé, mais étrangement heureux. Dans cette maison, perdue au milieu des neiges, où hier encore ne vivait que la solitude, respirait maintenant une nouvelle et grande vie. Il porta son regard vers la fenêtre. Là-bas, derrière la vitre, dans l'obscurité de la forêt, errait quelque part un ours blessé, gisait quelque part une louve morte sous la neige. La mort était proche, elle n'était pas partie. Mais ici, dans le cercle de lumière de la lampe à pétrole, la vie avait remporté une petite mais importante victoire. Jean-Pierre regarda Garance endormie, sa patte bandée, les louveteaux blottis contre son flanc tacheté. Nous voilà devenus une meute, dit-il doucement, s'adressant soit au chat marin, qui s'était installé au pied du lynx, soit à lui-même. Une meute étrange, anormale, mais une meute. Il comprenait que ce n'était que le début. Des nuits blanches l'attendaient. La guérison des blessures. La peur que l'ours revienne. Mais maintenant, en voyant la poitrine du lynx se soulever et s'abaisser régulièrement au rythme de la respiration des louveteaux, Jean-Pierre savait une chose, il ferait tout pour que ce monde fragile survive. Il se leva, ajouta du bois dans le poêle pour que la chaleur dure jusqu'au matin, et sans se déshabiller, il s'allongea sur le banc étroit, posant à côté de lui la fusée de détresse chargée. Le sommeil vint instantanément, et dans ce sommeil, il ne vit ni la guerre ni le passé, mais les yeux dorés du lynx, dans lesquels il n'y avait plus de supplique, seulement une force calme et sage. L'hiver dans le Jura, cette année-là, fut interminable, comme une vieille maîtresse de maison acariâtre qui ne veut pas céder la place au jeune printemps. Les tourmentes de février firent place aux gelées de mars, qui emprisonnèrent le lac de Vouglans sous une armure de glace d'1 mètre d'épaisseur. Et la forêt se tenait dans un état de torpeur, recouverte d'un linceul blanc sous lequel la vie frémissait sans pouvoir s'éveiller. Dans la maison de Jean-Pierre, le temps semblait s'écouler selon ses propres lois, différentes de celles qui régnaient à l'extérieur. Si auparavant sa demeure était un havre de silence et de solitude, où l'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge et le crépitement des bûches, elle s'était maintenant transformée en une tanière bruyante, exiguë et pleine de chaos. 3 mois passèrent comme un seul jour, et les 4 petites boules grises impuissantes que Jean-Pierre avait réchauffées contre sa poitrine s'étaient transformées en adolescents maladroits et aux longues pattes, dont l'énergie menaçait de démolir la maison planche par planche. C'était la période de leur croissance fulgurante, où la nature modelait dans l'argile tendre de l'enfance les futurs prédateurs. Mais pour l'instant, le résultat était un croisement entre un chiot et une catastrophe naturelle. Les louveteaux avaient changé au point d'être méconnaissables, et chacun avait développé un caractère unique. Ciel, le plus grand et le plus effronté de la portée, avait atteint la taille d'un bon chien de berger. Sa fourrure s'était assombrie, prenant la couleur d'un nuage d'orage avec une bande noire caractéristique le long de l'échine, et ses pattes étaient démesurément grandes, comme s'il avait chaussé des bottes trop grandes pour lui. Il avait le regard direct et lourd d'un futur chef de meute, mais pour l'instant, ce regard n'exprimait le plus souvent qu'une seule chose, que ronger d'autres. Il était le premier en tout. Le premier à la gamelle, le premier à la bagarre, et le premier à recevoir des claques avec une serviette mouillée de la part de Jean-Pierre. Calme, au contraire, était resté plus frêle, avec une fourrure plus claire, couleur de cendre, et des yeux d'ambre attentifs, exactement comme ceux de sa mère adoptive. Il était le penseur de la meute, préférant observer plutôt qu'agir, et passait souvent son temps sur le rebord de la fenêtre à côté de Marin, regardant la neige. Les 2 autres, que Jean-Pierre avait nommés Boréal et Midi, formaient un duo inséparable de chenapans, se chamaillant sans cesse sous la table, se mordant la queue et faisant tomber quiconque se trouvait sur leur chemin.
Mais le plus surprenant n'était pas leur apparence, mais leur comportement. Élevés en compagnie d'un lynx et d'un chat, ces enfants de la forêt se prenaient très sincèrement pour des chats de taille énorme. Cela donnait lieu à des situations qui, malgré sa sévérité, faisaient sourire Jean-Pierre sous sa moustache jaunie par le tabac. Les louveteaux essayaient de se laver avec leurs pattes, comme le faisait Garance, mais leurs membres raides et peu flexibles leur cognaient le nez, et ils éternuaient, ne comprenant pas pourquoi ils n'y arrivaient pas avec autant de grâce. Ils essayaient de sauter sur le haut rebord de la fenêtre pour observer les oiseaux, mais au lieu d'un vol silencieux, on entendait un fracas de casseroles qui tombent et le crissement de griffes glissant sur le bois. Leur tentative de ronronnement était particulièrement comique. Quand Garance les léchait avant de dormir, Ciel, se pâme de plaisir, émettait un grognement bas et vibrant, semblable au bruit d'un tracteur défectueux, pensant que c'était là un doux ronronnement. Garance, dont les blessures avaient guéri, ne laissant que des cicatrices sur sa hanche et une oreille définitivement fendue en deux, observait ces tentatives avec le calme philosophique d'une reine contrainte d'éduquer des rustres de village. Elle était devenue tout pour eux, mère, enseignante et déesse. Elle leur apprenait à ne pas aboyer pour rien. Les lynx chassent en silence, et les louveteaux, adoptant ces manières, grandissaient étonnamment silencieux pour leur espèce. Au lieu des jappements de chiens, ils communiquaient par de courts sons gutturaux ou des regards expressifs. Elle leur apprenait la patience, les forçant à rester assis immobiles pendant des heures devant le trou d'une souris dans le plancher. Et malheur à celui qui osait bouger avant l'heure, il recevait une claque éducative de sa patte griffue. Mais l'idylle dans la tanière était troublée par la dure réalité de la vie, la faim. 4 organismes en pleine croissance exigeaient de la viande, beaucoup de viande. Les réserves de conserves et de céréales sur lesquelles Jean-Pierre avait tenu les premiers mois fondaient à une vitesse catastrophique. Le vieux garde-frontière devait chaque jour, dès l'aube, partir sur la glace du lac de Vouglan pour trouver de la nourriture pour son étrange famille. Jean-Pierre avait vieilli cet hiver-là. La lutte quotidienne pour la survie de 5 dépendants lui pompait ses dernières forces. Il partait pêcher avant le lever du jour, traînant derrière lui un lourd traîneau avec une pique et du matériel, et revenait à la tombée de la nuit, gelé jusqu'aux os, avec une prise de perche ou de lotte, qu'il cuisait immédiatement dans une immense marmite, en les mélangeant avec les restes de bouillie. Il posait des collets pour les lièvres dans les bouleaux, mais les lièvres cette année-là étaient craintifs et rares. Un soir, rentrant les mains vides, après être tombé jusqu'à la taille dans une nappe d'eau sous la neige, Jean-Pierre sentit quelque chose se briser en lui. Une oppression dans sa poitrine, sa respiration devint lourde, sifflante, et ses jambes se remplirent de plomb. Son ancienne blessure de guerre à l'épaule se mit à le lancer, annonçant un malheur. Mais le plus effrayant était la fièvre qui montait de l'intérieur en une vague brûlante, embrumant sa conscience. Il atteignit à peine le porche, s'effondra dans la maison et tomba sur un banc, incapable même d'enlever ses bottes mouillées. Ce n'était pas un rhume, c'était la fièvre des bois, impitoyable et épuisante, qui avait abattu cet homme robuste comme un arbre-cier. Les 2 jours suivants se passèrent pour Jean-Pierre dans un état de délire. Le temps perdit son sens, se brisant en éclats de cauchemars et de brefs moments de lucidité douloureuse. Il sombrait dans un trou noir d'inconscience, puis refaisait surface, voyant au-dessus de lui le plafond en rondin qui tanguait comme le pont d'un navire dans la tempête. Il s'imaginait être de nouveau à son poste de garde, que des balles sifflaient autour de lui, que sa petite fille était vivante et jouait dans un coin avec des poupées. Mais ensuite, les poupées se transformaient en bêtes grises aux yeux ardents. Il brûlait. Son corps était secoué de frissons si violents que le banc sous lui tressautait, et ses dents claquaient. Dans ces moments de lucidité, il comprenait l'horreur de la situation. Le poêle s'était éteint, la nourriture était finie, il n'y avait pas d'eau. Les louveteaux, effrayés par l'immobilité de leur principal pourvoyeur, gémissaient d'abord et lui poussaient le nez humide contre sa main chaude et sèche, essayant de le réveiller, mais comprenant ensuite qu'il ne se lèverait pas, ils se réfugièrent dans un coin reculé, blottis les uns contre les autres. La faim commençait à saper leurs forces. Ciel, en désespoir de cause, tentait de ronger un pied de table. Calme gisait simplement, les yeux fermés, économisant son énergie. Un froid terrible, un froid de tombeau, s'installa dans la maison, rampant depuis le sol. Jean-Pierre tenta de se lever pour jeter au moins une bûche, mais son corps ne lui obéissait pas. Il ne fit que gémir et sombra de nouveau dans l'obscurité. Et c'est alors que Garance prit les choses en main. Pendant tout ce temps, elle n'avait pas quitté le malade d'un pas. Elle était couchée sur sa poitrine, le réchauffant de son corps comme un cataplasme vivant, et son ronronnement fort et rythmé était le seul son qui maintenait Jean-Pierre au bord de la réalité. Mais le 3e matin,
Quand il fit un froid insupportable dans la maison et que les louveteaux commencèrent à gémir de crampes d'estomac vide, le lynx se leva. Elle s'approcha de la porte et se retourna. Son regard, habituellement calme et profond, devint dur, prédateur et déterminé. Elle regarda ciel, puis Jean-Pierre inconscient, émit un grognement court et autoritaire, ordonnant aux enfants de rester silencieux, et se mit à gratter la porte. Marin, comprenant la gravité du moment, sauta du poêle, courut à la porte et, sautant sur le lourd verrou, s'y suspendit de tout son poids, aidant à ouvrir le battant. Garance se glissa dans la brume grise de l'aube, disparaissant dans un tourbillon de flocons de neige. Elle fut absente longtemps, trop longtemps. Le jour fit place au soir. Le crépuscule s'épaissit dans les coins, se transformant en ombre dense, et la tempête se remit à hurler derrière la fenêtre, effaçant les traces d'espoir. Jean-Pierre reprit conscience à cause du froid perçant. Le feu dans le poêle était éteint depuis longtemps. Les louveteaux dormaient d'un sommeil agité et affamé, tressaillant dans leur sommeil. Il tenta d'appeler Garance, mais de sa gorge desséchée ne sortit qu'un faible râle. Partie. Pensa-t-il avec une terreur glaciale, elle est partie, elle nous a abandonnés, ou elle est morte. L'ours, les loups, un piège. Le désespoir le submergea, plus lourd qu'une avalanche de neige. Il les avait tous menés à leur perte, les avait sauvés pour les faire mourir de faim dans sa propre maison. Une larme d'impuissance coula le long de sa tempe, mais alors la porte grinça. D'abord, un museau couvert de givre et de sang, du sang frais, fumant, qui n'avait pas encore eu le temps de geler, passa par l'entrebâillement. Garance entra dans la maison, mais pas seule. Elle reculait avec effort, grognant de tension, traînant quelque chose de lourd par-dessus le seuil élevé. Ses griffes raclaient le sol, les muscles sous sa fourrure tachetée se gonflaient. Elle traîna dans la maison la carcasse d'un jeune chevreuil. C'était une proie impensable pour un lynx solitaire, surtout boiteux. Le chevreuil pesait 1 fois et demi le poids de la chasseresse. Garance avait dû le traquer pendant des heures, assise en embuscade dans la neige, se transformant en un être invisible, puis effectuer un seul saut mortel parfait, y mettant toutes ses forces restantes. Et elle l'avait fait. Elle n'avait pas ramené la proie pour elle-même, pour la manger dans la forêt. Elle l'avait ramenée à la tanière. L'odeur de la viande et du sang réveilla instantanément les louveteaux. Ils se levèrent d'un bond, le poil hérissé, les yeux fous de faim. Ciel, oubliant tout, fut le premier à se jeter sur la carcasse, prêt à la déchiqueter, à l'avaler sans mâcher. Mais il se produisit alors quelque chose qui changea à jamais la hiérarchie dans cette étrange meute. Garance, épuisée, tenant à peine sur ses pattes, émit un terrible rugissement guttural et frappa ciel au museau d'un coup de patte fulgurant. Le coup n'était pas assez fort pour le blesser, mais suffisamment sensible pour l'humilier. Le louveteau recula en gémissant et se coucha par terre. Le lynx se posta au-dessus de la proie, montrant les dents à ses enfants adoptifs. Ses yeux lançaient des éclairs. Elle ne les laissait pas manger. Au lieu de cela, elle saisit le chevreuil par le cou et, continuant de gronder de manière menaçante vers les louveteaux qui, perplexes et effrayés, se serraient contre les murs, elle traîna la carcasse jusqu'au banc où gisait Jean-Pierre. Elle regarda l'homme. Dans ses yeux, il n'y avait plus de suppliques, ni de questions. Il y avait l'exigence rigide d'une loi ancienne, mange, tu es le chef. Tu dois manger le premier pour vivre. Si tu meurs, nous mourrons tous. Lève-toi et mange. Elle comprenait la loi de la meute mieux que n'importe quel humain. Elle savait que la force de la meute réside dans la force du chef. Elle arracha un morceau de la viande la plus tendre et la plus riche en sang, le foie, et le posa directement sur la poitrine de Jean-Pierre, le poussant de son nez humide contre son menton piquant. L'odeur de la viande fraîche lui monta au nez, réveillant des instincts primaires et anciens qui sommeillaient en lui. Jean-Pierre, surmontant sa faiblesse et sa nausée, prit le morceau d'une main tremblante. Il était cru, tiède, mais il lui semblait maintenant le repas le plus délicieux et le plus important du monde. Il mâchait, sentant le jus de la vie couler dans sa gorge, sentant ses forces revenir, goutte à goutte mais sûrement, son estomac se remettre à fonctionner, envoyant des signaux de vie à son cerveau embrumé. Garance se tenait à côté, immobile comme une statue, protégeant son repas des regards affamés des loups. Personne n'osait bouger. Ce n'est que lorsque Jean-Pierre eut avalé le dernier morceau et put se soulever sur les coudes, s'essuyant la bouche avec sa manche, qu'elle s'écarta, s'assied, d'un miaulement court et doux, autorisa les enfants à s'approcher. Le festin commença. Les louveteaux mangeaient avec avidité, grognant,
mâchant bruyamment et se bousculant, déchiquetant la proie. Garance mangeait avec dignité, arrachant de petits morceaux et les avalant sans mâcher, jetant de temps en temps un coup d'œil à Jean-Pierre. Quand il ne resta du chevreuil que des os rongés, et que dans le poêle, rallumé par Jean-Pierre qui avait retrouvé la force de se lever et de fendre des bûches, le feu se remit à crépiter joyeusement, chassant l'obscurité et le froid. La paix revint dans la maison. La satiété apporta le calme et la chaleur. Garance, après avoir soigneusement léché ses pattes ensanglantées, sauta sur le banc près de Jean-Pierre et se coucha à ses pieds, posant sa lourde tête sur ses genoux. Ciel, rassasié, le ventre gonflé, s'approcha avec un air coupable, poussa son nez dans la paume de l'homme, puis lécha l'oreille du lynx, demandant pardon pour son audace. Jean-Pierre caressait la fourrure rêche du louveteau et la fourrure douce et soyeuse du lynx, sentant leur chaleur, leur respiration, le battement de leur cœur. Aujourd'hui, un félin l'avait sauvé. Une bête sauvage, qui n'aurait dû connaître aucune pitié, avait fait preuve d'une miséricorde et d'une sagesse dont peu d'humains sont capables. Elle n'avait pas seulement apporté de la nourriture, elle lui avait rendu son statut, sa responsabilité, et surtout, elle lui avait rendu la vie. « Merci, Garance » murmura-t-il, fermant les yeux et sombrant dans le premier sommeil sain et réparateur depuis 3 jours. « Tu es une vraie reine. » Avril fit irruption dans la forêt jurassienne non pas comme un invité timide, mais comme un maître impétueux, brisant les chaînes de glace du lac de Vouglan avec le fracas d'une canonnade d'artillerie. L'air, encore récemment vibrant de gel, était maintenant rempli de l'arôme humide et enivrant des feuilles mortes, de l'eau de fonte et de la terre qui s'éveille. La forêt s'anima, se mit à bruire, secouant sa torpeur hivernale. Les ruisseaux, comme des veines, se gonflèrent sur le corps de la terre, creusant des sillons troubles dans les congères. Et dans les clairières, là où le soleil tapait avec une ardeur particulière, les premières flèches timides des personnages pointaient déjà. Pour Jean-Pierre, ce printemps fut une période d'anxiété et de fierté à la fois. Sa maison, qui avait survécu à l'état de siège de l'hiver, semblait maintenant trop exiguë pour la meute qui avait grandi. Les louveteaux, qu'il portait encore récemment contre sa poitrine, s'étaient transformés en adolescents anguleux aux longues pattes. Leur duvet d'enfance avait été remplacé par une fourrure d'adulte rêche, et leur voix commençait à muer, passant du gémissement de chiot au grognement bas et guttural qui, malgré tout son sang-froid, faisait se hérisser le poil sur le garrot du chat marin. Ciel, en particulier, avait changé. Il était devenu plus grand que ses frères, sa poitrine s'était élargie, et dans ses yeux, passé d'un bleu-gris trouble à un jaune perçant, était apparu l'éclat froid et calculateur d'un prédateur. Il n'essayait plus d'imiter les manières du lynx, ayant pris conscience de sa nature différente. S'il tentait autrefois maladroitement de se laver avec sa patte, il se déplaçait maintenant comme le lui dictait le sang de milliers de générations d'ancêtres, d'une allure ample et infatigable, le nez au ras du sol, lisant les odeurs du monde comme un livre ouvert. Mais le plus troublant pour Jean-Pierre fut le changement dans les relations au sein de leur étrange famille. Ciel commença à contester l'autorité. Cela ne se manifestait pas par une agression ouverte, mais par de petits détails à peine perceptibles. Il pouvait ne pas venir immédiatement à l'appel, pouvait grogner lorsque Boréal ou Midi tentait de lui prendre un os. Et un jour, alors que Garance, par habitude, essayait de lui lécher le museau après le repas, il gronda sourdement et retira la tête. Ce n'était pas le grognement d'un ennemi, mais celui d'un mâle adulte qui dit à sa mère, « Assez, je ne suis plus un enfant. » Garance, la sage reine de la forêt, le comprit immédiatement. Elle recula, se fouettant les flancs de sa queue, et regarda son fils adoptif avec tristesse, mais aussi avec respect. Elle connaissait la loi de la forêt. Les enfants doivent partir pour devenir maîtres de leur destin. Jean-Pierre comprit qu'il ne pouvait plus garder les bêtes enfermées. L'heure de l'apprentissage était venue, la véritable et dure école de la survie, qu'aucune gamelle de bouillie ne pouvait remplacer. Chaque matin, dès que le brouillard se levait au-dessus de la cime des épicéas, leur étrange procession se mettait en route vers la forêt. Jean-Pierre marchait en tête avec son bâton. Derrière lui, comme une ombre silencieuse, glissait Garance, et autour d'eux, décrivant des cercles, couraient les 4 jeunes loups. C'étaient des leçons qui n'étaient décrites dans aucun manuel de biologie. Garance leur enseignait la chasse à la manière féline, l'art de l'embuscade, la capacité de se fondre dans le paysage, la patience d'une pierre. Elle leur montrait comment se figer avant de bondir, comment poser les pattes pour ne faire craquer aucune branche. Les louveteaux, dont la nature exigeait la chasse à courre et la course, assimilaient difficilement cette science. Ils étaient bruyants, impatients. Ils voulaient poursuivre la proie, pas l'attendre.
Jean-Pierre voyait cette lutte des instincts. Il aidait comme il pouvait, leur faisant passer des examens, cachant des morceaux de viande séchée dans les endroits les plus inaccessibles, les forçant à chercher à l'odeur, leur apprenant à distinguer les traces. « Regarde, calme » murmurait-il, montrant une empreinte de sabot dans la boue. Un sanglier est passé. Un mâle. Une bête dangereuse. Si tu sens cette odeur, pars, ne joue pas les héros. Calme écoutait attentivement, inclinant la tête, tandis que Ciel, déjà impatient, fouillait la terre de son nez, voulant suivre la piste. Un jour, à la mi-avril, alors que le soleil chauffait déjà pour de bon, Jean-Pierre décida d'emmener la meute plus loin que d'habitude, vers une ancienne coupe de bois où les lièvres se nourrissaient souvent. La journée était claire, sonore, la forêt résonnait du vacarme des oiseaux. Les louveteaux étaient en pleine forme. Ils couraient sur la mousse séchée, jouant à se poursuivre, se mordant le garrot, ivres de liberté et de printemps. Garance se tenait un peu à l'écart. Ses oreilles sensibles, telles des radars, balayaient l'espace. Soudain, elle se figea, se coucha au sol et émit un sifflement court et sec. La meute s'arrêta instantanément. Jean-Pierre se figea aussi, serrant son bâton. Devant, à une 50aine de mètres, un renard sortit d'un buisson de genévrier. Roux flamboyant, touffu. Il s'arrêta une seconde en voyant les loups, et s'élança, tel un éclair orange, disparaissant parmi les troncs gris. « Halte !» cria Jean-Pierre, voyant les muscles de Ciel se tendre. L'ordre avait été répété des centaines de fois. Calme, Boréal et Midi s'assirent docilement, regardant la proie qui s'éloignait avec convoitise, mais n'osant pas désobéir à l'ordre du chef humain. Mais Ciel n'obéit pas. L'instinct de la poursuite, l'appel ancestral du sang étouffa la voix de la raison. Il s'élança. Ce n'était pas une course, c'était un vol. Une flèche grise tirée de l'arc de la nature elle-même. Ciel, arrière, non. Hurla Jean-Pierre, sentant son cœur se glacer. Il connaissait ces lieux. Le renard ne courait pas simplement dans le taillis, il courait en direction de la gorge des loups, un lieu sinistre entouré de marécages, qui depuis des temps immémoriaux était considéré comme le territoire de la meute sauvage. Les chasseurs locaux n'y allaient pas, et encore moins des loups domestiqués. Ciel n'entendait pas. La ferveur de la poursuite l'avait submergé. Il ne voyait que la queue rousse devant lui, sentait l'odeur de la peur de la proie. Et cette odeur était plus douce que tout ce qu'il avait connu dans sa vie. Il fonçait, sautant par-dessus les troncs abattus, se frayant un chemin à travers les buissons, s'éloignant de plus en plus de la sécurité de la meute. Jean-Pierre jura si grossièrement qu'il ne l'avait pas fait depuis son service à la frontière, et se mit à courir derrière lui. Mais comment un vieil homme pouvait-il rivaliser avec un jeune loup? En une minute, Ciel avait disparu de sa vue. Garance, après lui. Ramène cet idiot! Cria Jean-Pierre au lynx. Le félin, comprenant tout sans mots, s'élança à sa suite. Elle ne courait pas au sol, mais en hauteur, sautant de branche en branche, coupant les angles, essayant d'intercepter le fuyard. Jean-Pierre resta avec les 3 autres louveteaux. Il les attacha rapidement avec la corde qu'il portait toujours sur lui à un arbre où il ne pouvait pas risquer de les perdre aussi et, respirant lourdement, s'appuyant sur son bâton, il se hâta de suivre les traces de la poursuite. La forêt autour changea. La boulée ensoleillée fit place à une sapinière sombre. Les arbres ici étaient denses. Leurs cimes se rejoignaient, ne laissant pas passer la lumière. Sous ses pieds, une boue noire et marécageuse clapotait. Jean-Pierre suivait les traces de Ciel, et à chaque pas, son anxiété grandissait. Les traces menaient droit au cœur d'un territoire étranger. Ici, ça ne sentait pas le printemps, mais le danger. Sur l'écorce des arbres, Jean-Pierre remarqua des marques fraîches, de profondes griffures laissées par des griffes à hauteur d'homme. C'étaient des bornes frontalières, des signes qui disaient, plus loin, c'est la mort, c'est notre territoire. La meute sauvage, maîtresse de ces lieux, avait renouvelé ses frontières très récemment, et Ciel, ce chiot stupide et présomptueux, avait franchi cette ligne. Jean-Pierre l'entendit après une demi-heure de marche rapide. Un hurlement, mais pas ce hurlement amical et familial qu'il faisait parfois à la maison. C'était un hurlement de combat, agressif, à plusieurs voix, un hurlement qui glaçait le sang. Jean-Pierre accéléra le pas, oubliant sa jambe malade, sa fatigue, son âge. Il déboucha au bord d'un ravin et vit en bas une scène qui lui coupa le souffle. Ciel se tenait en bas, sur une petite plateforme rocheuse entourée d'eau.
Il avait acculé le renard, mais celui-ci n'avait plus d'importance. Autour de lui, resserrant le cercle, se déplaçaient des ombres grises. 3, 4, 5 loups adultes et expérimentés. Ils marchaient en silence, la tête baissée, le poil hérissé sur le garrot. Ils n'étaient pas pressés. Ils savaient que la proie ne s'échapperait pas. Ciel, réalisant dans quel piège il était tombé, se colla le dos au rocher. Il montrait les dents, grognait, essayant de paraître plus grand et plus effrayant, mais comparé à ces tueurs de la forêt, il avait l'air d'un adolescent tombé dans un repère de bandits. Ses jambes tremblaient, il était seul contre une meute. Soudain, d'en haut, d'une branche de vieux pin surplombant le ravin, tomba une ombre. Garance. Elle n'engagea pas le combat, cela aurait été un suicide. Elle atterrit sur une saillie du rocher juste au-dessus de la tête de Ciel et poussa ce même cri glaçant qu'elle avait utilisé pour appeler Jean-Pierre dans la tempête. C'était un cri d'avertissement, un cri de fureur. Les loups sauvages se figèrent, levant la tête. Le lynx sifflait, fouettait l'air de sa queue, prêt à sauter sur le premier qui s'approcherait de son fils adoptif. Mais les forces étaient trop inégales. Le chef de la meute sauvage, une énorme bête à l'oreille déchirée, fit un pas en avant, ignorant le lynx, ne regardant que Ciel. Il allait tuer l'étranger qui avait osé franchir la frontière. Jean-Pierre se tenait en haut de la pente. Il avait avec lui sa fusée de détresse, sa fidèle amie qui les avait sauvés de l'ours. Mais il comprenait que cette fois, elle pourrait ne pas être d'un grand secours. Si la bagarre éclatait, il n'aurait tout simplement pas le temps d'intervenir. Il emplit ses poumons d'air et, formant un porte-voix avec ses mains, il cria, mettant dans ce cri toute son autorité humaine, « Assez !» Dehors. Sa voix, amplifiée par l'écho du ravin, gronda comme le tonnerre dans la forêt. Les loups sauvages tressaillirent. L'odeur de l'homme, le plus redoutable prédateur de la terre, leur parvint avec le vent. Le chef s'arrêta, leva le museau, reniflant l'air. Il vit la silhouette sur le rocher. Un homme. Un homme avec une arme. Cela changeait la donne. Mais il ne voulait pas partir sans se battre. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à rompre à tout moment. Ciel, voyant son père humain et sa mère lynx, reprit courage. Son grognement devint plus assuré. Maintenant, ils étaient 3. Mais cela suffirait-il à arrêter la loi de la forêt, qui exigeait le sang du transgresseur? L'écho du cri de Jean-Pierre, amplifié par les parois rocheuses du ravin, flottait encore dans l'air, tel un roulement de tonnerre, lorsque le temps, au fond de la gorge des loups, se comprima en un ressort tendu. Les 5 ombres grises qui encerclaient Ciel se figèrent, mais ne reculèrent pas. Dans leurs veines coulait la peur de l'homme, inculquée depuis des siècles par les balles et les pièges. Mais cette peur luttait maintenant contre un sentiment plus ancien et plus féroce, le droit à la terre. C'était leur territoire, leur sanctuaire, où l'entrée était interdite aux étrangers sous peine de mort. L'air dans le ravin devint dense, électrisé, sentant l'ozone et la fureur musquée des bêtes. Ciel, le dos pressé contre le granit froid du rocher, se tenait sur des pattes tremblantes, le poil hérissé sur le garrot, de sorte qu'il paraissait 2 fois plus grand. Il retroussait les lèvres, découvrant des crocs blancs, encore non usés par la vie, et de sa poitrine s'échappait un grognement vibrant et continu. Le chant d'un condamné qui a décidé de vendre sa peau au prix le plus fort. Au-dessus de lui, sur la corniche, Garance s'était aplati. Le lynx s'était transformé en une boule d'énergie comprimée. Ses oreilles étaient fermement plaquées contre son crâne, et sa queue battait nerveusement les pierres. Elle savait que si le combat commençait, elle mourrait la première, en sautant pour protéger son fils adoptif écervelé. Mais dans ses yeux d'ambre, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et alors le cercle se rompit. Les loups, qui formaient un mur, s'écartèrent, laissant passer celui qui, jusqu'à présent, s'était tenu dans l'ombre des sapins, observant. À la lumière, sortit le chef. C'était une bête à la vue de laquelle même Jean-Pierre, qui en avait vu d'autres, sentit un frisson lui parcourir le dos. Il était énorme, dominant les autres membres de la meute comme un croiseur lourd domine des barques. Sa fourrure, autrefois probablement d'un gris pur, ressemblait maintenant à une vieille couverture usée, criblée de cicatrices, la carte de ses innombrables batailles pour le pouvoir et la survie. Son oreille gauche était à moitié arrachée, et une vilaine cicatrice blanche traversait tout son museau, du front à la mâchoire inférieure, passant sur son œil gauche. Cet œil était mort, recouvert d'un voile laiteux de cécité, mais le droit, jaune et perçant,
regardait avec une clarté et une intelligence effrayantes, inhabituelles pour un animal. C'était le borgne, le légendaire patriarche de ces forêts, un souverain sage et cruel qui avait survécu à 3 générations de chasseurs. Il se déplaçait lentement, avec une dignité pesante. Chacun de ses mouvements parlait d'une puissance colossale et cachée. Il ne grognait pas. Il n'avait pas besoin de grogner pour inspirer la terreur. Le borgne s'approcha tout près de Ciel, ignorant le sifflement hystérique de Garance au-dessus et la présence de l'homme sur la pente. Il s'arrêta à 1 mètre du jeune loup et huma l'air. Ciel se figea, retenant sa respiration. La rencontre de 2 mondes, celui de la forêt sauvage et impitoyable et celui d'une existence étrange et semi-domestique, eut lieu à ce point précis. Le chef inclina sa lourde tête, étudiant le chiot audacieux qui avait osé s'introduire sur son domaine. Il sentait une odeur. C'était un cocktail d'arômes complexes et déroutants, l'odeur de l'homme, l'ennemi, l'odeur de la fumée et du fer, le danger, l'odeur du félin, le rival détesté. Mais sous tout cela, au plus profond de sa mémoire olfactive, perçait une autre odeur, fine, presque effacée, mais inoubliable, l'odeur de celle que le borgne avait perdue cet hiver. L'odeur de sa compagne, cette même louve qui était partie et n'était jamais revenue, prise dans un piège, celle dont Jean-Pierre et Garance avaient trouvé le corps dans le creux de l'arbre. Le chef fit un pas en avant. Ciel, obéissant à un instinct de soumission face à une force supérieure, se tassa contre la pierre, s'attendant à sentir les crocs dans sa gorge, mais le coup ne vint pas. Le vieux loup tendit le cou et enfonça son nez froid et humide dans le cou de l'adolescent, là où battait la veine de la vie. Il inspira profondément, bruyamment, lisant le code génétique. C'était son sang, sa chair, le fils qu'il croyait mort. Le borgne leva la tête et regarda Ciel d'un autre œil. Dans cet unique œil jaune, quelque chose ressemblant à une reconnaissance, à une ombre d'émotion accessible uniquement aux plus grands prédateurs, brilla. Il émit un son court et sourd, pas un grognement, mais plutôt un grondement. Et, à la stupéfaction de toute la meute, il lécha le museau de Ciel. C'était un geste d'acceptation, un geste qui annulait la sentence de mort. La meute, qui suivait la scène avec tension, expira. Le poil sur le garrot des loups commença à s'abaisser. Si le chef acceptait l'étranger, c'est qu'il en était ainsi. Mais le drame n'était pas terminé. Le borgne leva le museau vers le haut, là où le lynx était assis sur le rocher. Garance ne bougea pas. Elle savait que les loups et les lynx sont des ennemis éternels. Leur guerre dure depuis aussi longtemps que ces forêts existent. Mais maintenant, dans cette étrange trêve, le vieux loup ne la regardait pas comme une proie ou une concurrente. Il sentait sur la peau de son fils son odeur, l'odeur du lait et des soins. Lui, avec sa sagesse animale, comprit l'impensable. Ce félin avait sauvé son héritage. Les regards du borgne et de Garance se croisèrent. Le regard jaune et lourd du loup et le regard ambré et vif du lynx. C'était un dialogue muet entre 2 parents, séparés par l'espèce mais unis par le destin de leurs enfants. Le loup cligna lentement, très lentement, des yeux et détourna le regard, reconnaissant son droit d'être là. C'était la plus haute forme de gratitude dont était capable une bête sauvage. Il lui accordait la vie et le droit de passage. Jean-Pierre, qui se tenait en haut du ravin avec sa fusée de détresse à la main, sentait la sueur couler dans son dos malgré la fraîcheur de la soirée d'avril. Il voyait comment la posture du vieux chef avait changé, comment les queues des autres loups s'étaient abaissées. Il comprit, il n'y aurait pas de massacre, le sang ne coulerait pas. Il baissa lentement la main qui tenait l'arme, craignant de rompre ce fragile équilibre. Vivant, murmura-t-il entre ses lèvres. Il l'a reconnu, le diable, il a reconnu le sien. Son cœur, qui battait comme un marteau fou, commença à se calmer, laissant place à un respect mêlé de crainte devant la sagesse de la nature. Le borgne se tourna de nouveau vers Ciel. Il le poussa du flanc, l'invitant à le suivre. C'était une tentation. L'appel des ancêtres. Viens, disait ce geste. Ta place est ici, parmi nous, dans la vraie forêt. Là où il n'y a pas de mur ni de gamelle, où la liberté se paie avec du sang, mais où elle est sans limite. Ciel fit un pas hésitant derrière son père. Il était stupéfait. Son monde venait de basculer. Devant lui se trouvaient des êtres comme lui, forts, libres. Il sentait quelque chose de sombre et de puissant s'éveiller en lui, le désir de courir avec eux, de hurler à la lune, de chasser pour de vrai. Il fit 1 mètre, puis un 2e, et c'est alors qu'un miaulement doux et exigeant retentit d'en haut.
Garance l'appelait. Ce n'était pas un cri de danger, c'était l'appel d'une mère, lui rappelant que le dîner attendait à la maison. Et un autre son parvint du haut de la pente. Un sifflement. Le sifflement familier, paternel de Jean-Pierre, celui qu'il utilisait toujours pour les appeler à la maison. Ciel s'arrêta. Il se tenait à la croisée des chemins, déchiré entre deux mondes. D'un côté, un père puissant et l'appel du sang, de l'autre, une famille étrange mais aimante. Un homme aux mains rudes, sentant le tabac, et un lynx au ventre doux. Il se retourna vers le borgne. Le vieux loup s'était arrêté et regardait aussi son fils. Il n'insistait pas. Il comprenait que le moment n'était pas encore venu. Le chiot était trop tendre, sentait trop l'homme. Il devait encore mûrir. Le borgne renifla, comme s'il souriait sous sa moustache, se retourna et, sans un regard en arrière, partit au trot vers le fond du ravin. La meute se dissipa silencieusement derrière lui dans le crépuscule, comme s'il n'avait jamais été là. Seule l'odeur des bêtes et la mousse piétinée rappelaient que la mort s'était tenue ici. Ciel resta seul sur la plateforme. Il resta encore une minute, regardant la trace de ses congénères qui s'éloignaient, puis se secoua de tout son corps, chassant sa torpeur, et leva les yeux vers Garance. Le lynx sauta vers lui administra aussitôt une claque sonore sur l'oreille pour sa désobéissance, puis se mit à lui lécher le museau, effaçant l'odeur de la meute étrangère. Jean-Pierre descendit vers eux, s'appuyant sur son bâton. Ses jambes tremblaient, mais il souriait. Il s'approcha de Ciel, lui tapota le garrot rêche, sentant sous sa main les muscles non plus d'un chiot, mais d'une jeune bête. « Tu es un idiot, mon grand, » dit affectueusement Jean-Pierre. « Un sacré idiot. Mais tu as de la chance. » Le chemin du retour fut silencieux. La forêt semblait s'être tue, méditant sur ce qu'elle avait vu. Il marchait déjà dans l'obscurité. Ciel ne s'enfuyait plus. Il se tenait près de la jambe de Jean-Pierre, épaule contre épaule, mais sa démarche avait changé. Une nouvelle assurance, une nouvelle lourdeur s'y était installée. Il avait rencontré son père. Il avait regardé la mort dans les yeux et avait survécu. Il avait mûri en une seule soirée plus que pendant tout l'hiver. Garance marchait derrière, fermant la marche. Ses yeux, à la lumière de la lune montante, brillaient d'un feu vert. Elle savait que ce n'était qu'un premier avertissement. La forêt avait revendiqué ses droits sur les enfants, et tôt ou tard, elle les reprendrait. Quand ils arrivèrent à la lisière de la forêt devant la maison, ils furent accueillis par Calme, Boréal et Midi, qui hurlaient et tiraient sur leur attache, sentant que quelque chose n'allait pas. Jean-Pierre les détacha, et la meute fut réunie. Les louveteaux reniflaient Ciel avec respect et crainte. Ils sentaient la grande meute. Ils se tenaient au milieu d'eux, la queue fièrement dressée, se laissant renifler mais sans participer à leur jeu. Jean-Pierre s'assit sur le porche, sortit sa blague à tabac et roula une cigarette de ses doigts tremblants. La fumée flotta dans l'air printanier transparent. Il regardait ses protégés et pensait au vieux loup borgne, à la noblesse avec laquelle il avait laissé partir son fils. « Nous sommes du même sang, toi et moi », murmura Jean-Pierre, se souvenant d'un conte qu'il lisait autrefois à sa petite fille. Seulement, le sang est différent, mais la loi est la même. Cette nuit-là, le silence régnait dans la maison. Les louveteaux dormaient d'un sommeil profond après le stress subi. Garance, installée sur le poêle, ne dormait pas. Elle regardait dans l'obscurité, les yeux ouverts, veillant sur le repos de ses enfants. Et Jean-Pierre se tourna et se retourna longtemps sur son banc, écoutant la pluie de printemps qui commençait à tomber dehors, lavant les dernières traces de l'hiver et les traces de cette rencontre dans le ravin. Il comprenait que le conte à rebours avait commencé. Ciel avait goûté à la vraie liberté, et maintenant, aucun mur ne pourrait le retenir. La question était seulement de savoir quand, et si Jean-Pierre aurait le courage de les laisser partir, le moment venu, avec autant de dignité que le borgne l'avait fait ce jour-là. L'été, cette année-là, traversa le Jura à la vitesse d'un oiseau effarouché, ne laissant derrière lui que le souvenir de courtes nuits chaudes et l'odeur des fraises des bois. L'automne arriva. Cet automne nordique si particulier, qui ne se consume pas lentement, mais s'embrase d'un coup, transformant la forêt en un gigantesque brasier d'or et de pourpre. Le ciel devint haut et d'un bleu perçant, et l'eau du lac de Vouglan s'assombrit, se chargeant d'une lourdeur de plomb avant les tempêtes à venir. Dans la maison de Jean-Pierre, le silence était revenu. Mais ce n'était pas le silence béni de la quiétude qui régnait ici un an plus tôt, mais un vide vibrant qui pèse sur les oreilles et fait se serrer le cœur d'angoisse.
La séparation ne se fit pas en un jour. Ce ne fut pas une rupture dramatique, comme dans les romans à l'eau de rose, mais le cours lent et inévitable du fleuve de la vie. Après cette rencontre dans la gorge des loups, Ciel et ses frères changèrent. Ils partaient de plus en plus souvent dans la forêt sans permission, disparaissant d'abord pour quelques heures, puis pour des journées entières. Ils revenaient rassasiés, sentant le sang et le vent sauvage, avec des yeux ardents dans lesquels Jean-Pierre voyait de moins en moins ses chiots et de plus en plus des bêtes. Ils se frottaient encore contre lui, mais leur caresse était devenue plus réservée. C'était un adieu étiré dans le temps. Et puis, une nuit d'août, alors que la pleine lune inondait la forêt d'une lumière argentée et fantomatique, ils ne revinrent tout simplement pas. Jean-Pierre les attendit sur le porche jusqu'à l'aube, fumant une cigarette roulée après l'autre, jusqu'à ce que ses doigts jaunissent de tabac. À côté de lui était assise Garance. Elle ne hurlait pas, ne s'agitait pas. Elle était assise, immobile comme un sphinx, regardant vers les profondeurs de la forêt, et dans son regard, il y avait une acceptation calme. Elle, la reine de la forêt, avait laissé partir ses enfants vers leur royaume. Une année passa. De nouveau octobre. Le vent faisait tourbillonner les feuilles jaunes des bouleaux, les jetant dans l'eau noire du lac. Jean-Pierre avait vieilli. Sa barbe était devenue complètement blanche, et une lourdeur s'était installée dans ses mouvements. Ses anciennes blessures le lançaient plus fort que d'habitude à l'approche du mauvais temps. Il était assis à sa place préférée, sur les marches du porche, emmitouflé dans un vieil anorak usé, tenant dans ses mains une tasse de tisane chaude aux herbes. La vapeur montait, se dissolvant dans l'air froid. À côté de lui, blotti contre sa jambe, somnolait Garance. Le lynx aussi avait vieilli. Les années et les épreuves avaient pris leur tribut. Sa magnifique fourrure tachetée avait grisonné par endroits, et elle boitait maintenant de manière visible de la patte gauche, celle qui avait été blessée par l'ours. Mais ses yeux, deux puits profonds d'ambre fondu, étaient restés les mêmes. En eux brûlait toujours le feu de la sagesse et d'une volonté inflexible. Ils étaient assis tous les deux, deux vieillards, un homme et une bête sauvage, regardant un autre jour s'achever et se remémorant peut-être ceux qui n'étaient plus là. Le chat marin, devenu complètement paresseux, dormait dans la maison sur le poêle, ne voulant pas se geler le nez. « Voilà l'hiver qui approche, Garance », dit doucement Jean-Pierre en caressant la tête du lynx. Sa voix était rauque, ayant perdu l'habitude des longues conversations. « On va encore être ensevelis. J'ai fait du bois, on s'en sortira. Et eux? Comment vont-ils » Il ne prononça pas leur nom, mais Garance comprit. Elle entr'ouvrit les yeux, remua une oreille et émit un son guttural bref, semblable à un soupir. Elle savait. Elle en savait toujours plus que lui. Soudain, le lynx se tendit. Son corps, une seconde plus tôt détendu, se banda comme une corde. Ses oreilles se dressèrent, pivotant vers la sapinière qui se dressait comme un mur sombre au bord de la clairière. Jean-Pierre arrêta de boire, posa sa tasse sur une marche. Il n'entendait rien. Son ouïe humaine était depuis longtemps inférieure à celle d'une bête, mais il ressentit cette sensation, celle d'être observé. Observé non pas avec menace, mais avec attention. « Qui est là » demanda-t-il, portant instinctivement la main à sa ceinture où pendait son couteau, mais il se ravisa aussitôt. Du crépuscule, silencieusement, comme des fantômes, des ombres commencèrent à apparaître. 1, 2, 3, 4. Le cœur de Jean-Pierre manqua un battement, puis se mit à battre si fort qu'il résonna dans ses tempes. C'étaient eux, mais pas les adolescents maladroits qui s'étaient enfuis un an plus tôt. Sur la clairière sortirent 4 magnifiques loups adultes. Leur fourrure d'hiver était épaisse, lustrée, d'un gris argenté. Et les muscles roulaient sous leur peau comme des ressorts d'acier. En tête marchait le chef, Ciel. Il était devenu énorme, plus large et plus puissant que son père, le borgne. La bande noire sur son échine était devenue d'un noir de charbon, et le regard de ses yeux jaunes était lourd et autoritaire. Il se déplaçait avec une dignité royale, sans baisser la tête. Derrière lui, un peu en retrait, marchaient calmes, Boréal et Midi. Eux aussi avaient grandi, s'étaient renforcés, se transformant en de parfaites machines de survie, créées par la rude nature du Nord. Jean-Pierre, lentement, craignant de faire fuir cette vision, se leva. Ses jambes tremblaient. Ils sont revenus, souffla-t-il. Les vagabonds. Les loups s'arrêtèrent à 10 mètres du porche. Ils ne remuaient pas la queue, ne gémissaient pas de joie comme des chiens.
C'était une rencontre d'égaux, une rencontre de deux mondes qui s'étaient touchés un jour et étaient restés à jamais liés par un fil invisible. Garance se leva, en boitant, et descendit du porche. Le petit lynx âgé s'avança à la rencontre des 4 énormes prédateurs, dont chacun aurait pu lui briser la colonne vertébrale d'un seul coup. Mais elle marchait comme une maîtresse des lieux. Si elle fit un pas vers elle, il baissa son énorme tête bombée et pressa son nez contre le sien. Avec précaution, délicatesse, presque tendrement. Jean-Pierre regardait le loup puissant saluer sa mère adoptive, celle qu'il avait nourrie de son lait quand il n'était qu'une boule de poils aveugles, celle qui s'était battue pour lui contre un ours. Il y avait dans ce geste tant de noblesse et de mémoire que les yeux du vieux soldat se mirent à piquer. Les autres loups s'approchèrent aussi, entourant le lynx. Ils la reniflaient, la touchaient de leurs flancs, grognant doucement et amicalement. Ils se souvenaient. La forêt n'oublie pas le bien, si ce bien est authentique. Puis Ciel leva la tête et regarda Jean-Pierre. Dans son regard, il n'y avait pas de sauvagerie animale. C'était le regard d'un être intelligent qui était venu rendre un devoir d'honneur. Il regardait l'homme droit dans les yeux, et Jean-Pierre eut l'impression d'entendre une voix dans sa tête. Nous sommes vivants, nous sommes forts, nous nous souvenons. Merci. Jean-Pierre fit un pas en avant et tendit la main. Le vieux geste familier. Ciel ne recula pas. Il s'approcha tout près du porche, tendit le cou et lécha la paume rugueuse de l'homme. Une seule fois. La langue rêche et chaude toucha sa peau, laissant une trace humide. Le sceau d'une alliance éternelle. Vis longtemps, mon grand, murmura Jean-Pierre, sentant une larme involontaire couler sur sa joue. Prends soin de la meute. Ciel recula. Il émit un grognement court, rassemblant ses frères. Les 4 se retournèrent de manière synchronisée, comme sur commande. Ils ne s'attardèrent pas. Leur maison était maintenant là-bas, dans les profondeurs de la forêt, sous la voûte des sapins et des étoiles. Ils n'étaient venus que pour dire que tout allait bien, pour rassurer ceux qui attendaient. Les loups se fondirent dans la forêt aussi silencieusement qu'ils étaient apparus, comme un brouillard dissipé par le vent. Garance resta debout dans la clairière, les regardant s'éloigner. Le vent agitait sa fourrure grisonnante. Elle resta longtemps, jusqu'à ce que la dernière odeur de ses enfants se dissolve dans l'air froid. Puis elle se retourna et, lentement, en boitant, retourna vers la maison, vers l'homme qui l'attendait sur le porche. Elle monta les marches, s'approcha de Jean-Pierre et se frotta la tête contre sa jambe, ronronnant bruyamment. Jean-Pierre s'assit sur une marche, passa un bras autour du cou du lynx et pressa son visage contre sa fourrure chaude. Nous revoilà seuls, Garance, dit-il, regardant les premières étoiles s'allumer au-dessus de la forêt. Mais nous ne sommes pas seuls, tu entends? Pas seuls. Quelque part au loin, du côté de la gorge des loups, s'éleva un hurlement, puissant, à plusieurs voix, le hurlement triomphant d'une nouvelle meute qui affirmait ses droits sur la forêt. Mais dans ce hurlement, il n'y avait plus de tristesse. Il y avait de la force, de la vie et de la gratitude. Jean-Pierre sourit, essuyant ses yeux humides. Il savait que cette histoire était terminée, mais que la légende ne faisait que commencer. La légende d'un homme, d'un lynx et de loups, qui vivrait dans ces forêts aussi longtemps que le vieux chêne se dresserait et que le lac de Vouglan roulerait ses vagues vers la rive. La légende que l'amour ne connaît ni frontières, ni espèces, ni loi de la nature. La légende d'une mère aux yeux d'ambre.